Donc, je vous emmène aujourd'hui. Nous retournons à Versailles pour la visite de l'Opéra Royal. Alors, c'est une visite de chez vous qui, en fait, va être bien plus confortable qu'une visite physique de cet opéra qui est réservée au groupe en fin du parcours de l'appartement intérieur du roi que nous avions fait pendant le confinement. Et c'est simplement en fin de visite de cet appartement intérieur du roi, il nous reste environ 20 minutes de droit de parole quand on arrive à ce moment-là, où on accède à cette salle, on prend place quelque part ici, sur le parterre. On est dans une obscurité toute relative. Et donc voilà, on a un point de vue unique de cette salle, assez peu de temps finalement pour vous présenter à la fois la conception, l'histoire de cet opéra royal de Versailles. Alors ça, c'est un nom qui est donné à cette salle depuis 1989. C'est en fait Jean-Paul Gousset qui est aujourd'hui le directeur technique de cet opéra, encore quelques temps. C'est un homme qui est très très proche de la retraite, qui est le grand spécialiste des théâtres anciens, des salles anciennes, et qui a redonné vie à cette salle en 2009. Je vais vous en parler à la fin de cette présentation. Ce théâtre s'est appelé précédemment, de 1957 à 1989, le théâtre Gabriel, du nom de son architecte, Jacques-Ange Gabriel. Et sous l'Ancien Régime, cette salle avait un autre nom, on l'appelait le Grand Théâtre de Versailles. Donc voilà, si vous entendez ces différentes dénominations, en fait, il s'agit de la même salle dont je vous montre là quelques vues avant de nous intéresser un peu plus à son histoire. Voilà des vues donc, de cette salle qui est une salle d'un plan à l'italienne, alors en fait plus précisément un plan en ellipse, mais dans son élévation qui est aussi un plan à la française, une élévation à la française, une salle à la française, puisque vous voyez ici que les loges ne sont pas cloisonnées comme elles le sont dans une salle à l'italienne. Donc on a un parti un petit peu hybride de la part de Jacques-Ange Gabriel. Les couleurs de cette salle donc, qui ont été restituées dans sa dernière restauration, qui sont les couleurs d'origine, est une salle donc, aux couleurs des théâtres du XVIIIe siècle, à savoir des couleurs de la royauté, le bleu et l'or. C'est au XIXe siècle que les salles d'opéra et de théâtre vont être des salles de couleur rouge, couleur pourpre, ça vient de l'Italie et à la fois du Second Empire, cette couleur rouge emblématique de ces périodes. Donc c'est un décor qui est totalement faux, c'est un décor de faux marbre. Vous voyez cette couleur ici rose veinée de gris et de vert, puisque cette salle d'opéra est à 100% réalisée en bois. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus en détail après. Elle est inaugurée pour la première fois et utilisée pour la première fois en 1770 pour le mariage du dauphin, futur roi Louis XVI, et Marie-Antoinette. Donc c'est une arrivée assez tardive dans le château. D'autres vues ici, donc des loges. Vous voyez ces loges qui sont ouvertes et de cette grande colonnade où Jacques-Ange Gabriel a pris le parti en fond de loge de placer des miroirs, ce qui fait que les appliques en fait sont des demi-appliques et avec la réflexion du miroir, on a l'impression d'avoir carrément un lustre, mais c'est une illusion d'optique. Donc quelques chiffres sur cette très belle salle qui a à l'origine une capacité de 1400 spectateurs, avec donc dans une conception d'une salle de bois
qui va jouer donc avec tous les montages et démontages, on va le voir, donc d'une salle éphémère, des possibilités qui peuvent aller en ajoutant un 4e rang de loge qui est démontable ou en transformant les dessous de la loge royale en rangée donc pour y loger des spectateurs. On arrive à une capacité maximale de 1400 spectateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a réduit à 645 places. Donc, vous voyez, on est vraiment dans deux fourchettes très éloignées. La scène est une scène de 700 mètres carrés et au XVIIIe siècle, c'est la salle la plus vaste d'Europe, puisque c'est l'Opéra Garnier qui va directement s'inspirer pour la partie scène de la scène donc, de cet opéra royal et qui va être, en fait, la scène de l'Opéra Garnier est identique à celle de la scène de Versailles. Je vous montre également ici une vue donc, du plafond peint de cette salle qui a été remontée, une peinture de Louis-Jacques Durameau qui représente Apollon couronnant les arts. Voilà, alors où sommes-nous dans le château, dans cette salle de spectacle? Alors, ici, vous voyez sur cette vue cavalière que nous avions utilisée quand on avait, pour placer en fait les appartements intérieurs qu'on avait visités ici. Donc, vous voyez, en fin de visite, on doit traverser ici toute cette galerie de pierre, dont je vous apporte ici quelques vues. La grande galerie de pierre de l'aile nord du château, pour arriver ici, en bout d'aile nord. Ici, vous voyez sur ce plan très bien le plan de cette salle d'opéra, donc le Grand Théâtre de Versailles, inauguré en 1870. Ce que l'on voit ici sur ce plan, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression que cette salle d'opéra est complètement coupée de la vie du palais, qu'elle est vraiment au bout de cette aile et qu'il n'y a aucun lien entre la vie du palais et cette salle de spectacle. Eh bien, c'est dû ici aux transformations qui vont être réalisées au XIXe siècle sous Louis-Philippe, quand entre 1833 et 1836-37, Louis-Philippe va transformer le palais de Versailles, qui était depuis la Révolution, il avait été vidé de son mobilier, mais fermé. Et c'est Louis-Philippe qui va transformer le palais en musée dédié à toutes les gloires de la France. Et il va y avoir ici, dans les deux ailes d'ailleurs, ici il va y avoir la galerie des batailles qui va être aménagée, et ici la salle, ici des salles d'exposition, la salle des croisades, et ces salles en enfilade qui vont être transformées en salles d'exposition, et on va donc détruire des appartements de courtisans et aussi ici toutes les salles qui étaient en fait des salles des gardes et des salles d'accès. Ici, vous voyez très bien cette grande salle qui est le foyer du roi, par lequel donc on pénétrait, on accédait à ici la salle de spectacle, et ici la scène. J'ai ici un autre plan qui montre bien ici les ajouts sous Louis-Philippe de ce grand escalier qui va donc détruire toutes les salles qui précédaient en fait l'arrivée de la famille royale dans cette salle de spectacle. Ici, une coupe qui montre bien en fond, vous voyez, en fond d'aile du nord, à la fois ce qu'on voit très bien ici et ce qui correspond sur le plan à cette partie qui est le foyer du roi. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il y a eu en dessous du foyer du roi, pour Marie-Antoinette, l'aménagement d'un foyer dédié à la reine et qui a été ensuite détruit au XIXe siècle et dont on n'a aucune trace aujourd'hui, sinon des archives qui mentionnent la création de ce foyer. Et vous voyez comment, dans son bâtiment en pierre, se place ici à la fois la salle de spectacle et ici la grande scène, une scène, vous voyez, comme à l'Opéra Garnier, une scène dont le plan est incliné et avec, comme à l'Opéra Garnier, 5 niveaux de dessous qui sont ici très intéressants, à la fois sous la scène,
mais vous voyez qu'ici, on a aussi des dispositifs sous la salle. Je vous remontrerai ça un petit peu plus tard dans ma présentation. Encore ici, une coupe qui nous montre bien, dans son bâtiment de pierre, ce théâtre. On a ici une coupe de la salle de ce théâtre conçu par Jacques-Ange Gabriel. Alors, revenons un petit peu à l'histoire de cet opéra. Dans l'histoire du palais. Ici, nous sommes en 1669. C'est une vue cavalière peinte par Pierre-Denis Martin, qui était un peintre ordinaire du roi, à la fois du roi Louis XIV et Louis XV, puisque là, 1669, vous voyez, on est en début de règne de Louis XIV. Cette vue cavalière de Versailles, qui est ici une vue côté nord, on a ici le bassin de Neptune, le bassin du Dragon, les parterres nord. Donc ici, nous faisons face au premier étage à l'appartement d'apparat de Louis XIV. La galerie des glaces n'est pas encore construite. Ici, nous avons, c'est la salle du conseil qui est ici, une grande terrasse et le départ ici de l'appartement de l'aile du Midi, de l'aile de la Reine. Et on voit que les travaux sont en cours ici avec la fin de l'aile du nord qui n'a pas encore rejoint les réservoirs qui existent déjà en 1669 et qui alimentent en pression et en eau les jets d'eau. Vous voyez que ici Denis Martin nous met en action, en activité. Donc la galerie des glaces n'est pas encore construite et on est avec cette succession de chantiers qui va être réalisée au cours du règne de Louis XIV. La galerie des glaces entre 1679 et 1684, la chapelle royale entre 787 et 1710. Vous voyez que ici, où est mon petit pointeur? Elle n'est pas encore là. Hein, la chapelle royale, on ne la voit pas, elle n'est pas encore construite. Nous sommes dans les grands chantiers qui sont le prolongement du grand appartement d'apparat du roi, qui sont des salles de représentation publique du roi. Et cet opéra, cette salle de représentation, vient dans le prolongement de ces grands chantiers. Cette salle d'opéra n'est pas une salle de divertissement, c'est une salle où l'on va donc jouer des opéras ou des théâtres pour la vie ordinaire de la cour. C'est une salle pour l'extraordinaire, pour la représentation publique du roi et de la famille royale, qui vient donc en dernier lieu après la construction de la galerie des glaces et de la chapelle royale. Je vous montre ici quelle était la salle pour l'ordinaire, hein, la salle dans laquelle dès 1682, en fait, l'installation de la cour et de la famille royale définitive à Versailles, on a une salle de théâtre qui sert donc pour les représentations ordinaires. C'est la salle de la comédie de la Cour des Princes. La Cour des Princes, nous sommes ici. Aujourd'hui, on passe sous cette aile hein, de la Cour des Princes pour atteindre les jardins, et c'est par la Cour des Princes que l'on sort de la visite quand on fait la visite des grands appartements. En fait, l'aile du four a été transformée et on passe ici en dessous, et c'est exactement ici que l'on ressort. Eh bien, entre 1682 et 1789, on a la construction alors, de cette salle qui a été conçue comme une salle provisoire, qui était vraiment coincée entre l'aile du Midi et le corps principal du bâtiment. Donc, on a des descriptions qui montrent que cette salle était très inconfortable, les accès étaient malaisés, il fallait passer sous des escaliers pour pouvoir atteindre cette salle. Il y avait peu d'espace, peu d'ampleur, c'était très inconfortable, mais elle a quand même servi jusqu'à la Révolution française. Et ici, je vous montre une restitution des décors
de la salle, comment cette salle était décorée. Ça, c'était pour l'ordinaire, hein, donc le théâtre de la Cour des Princes. Précédemment, avant 1682, c'était dans les jardins que les spectacles étaient donnés. On avait des salles de verdure qui étaient des salles éphémères que l'on montait, démontait dans les bosquets, dans les jardins, au besoin des grandes fêtes données par Louis XIV, les plaisirs de l'île enchantée ou le grand divertissement du roi qui a été donné en 1668. Donc ensuite, on a cette salle pour l'ordinaire et pour l'extraordinaire. Eh bien, sous Louis XIV, on n'a pas le temps de créer une salle d'opéra, une salle de théâtre. À la mort de Louis XIV, aucun chantier n'a été entrepris. Alors, c'est pas pour ça qu'on n'y pense pas, qu'il n'y a pas de projet, puisque la toute première salle, en fait, va être conçue en 1745, donc on est à 30 ans après la mort de Louis XIV, et c'est donc pour l'extraordinaire, à savoir l'extraordinaire, il s'agit des mariages princiers, principalement, où la famille royale donc se donne en représentation. Et c'est pour cette toute première salle, en 1745, pour le mariage du dauphin, donc le fils de Louis XV, non, oui, le fils de Louis XV, oui, c'est bien ça, que cette salle, Louis de France, avec son premier mariage, l'infante d'Espagne, que cette salle va être aménagée ici, dans la grande écurie. Je vous montre une vue plus rapprochée. Vous avez le corps de bâtiment ici, le château de Versailles, ce qui est aujourd'hui la cour d'honneur, et les deux écuries symétriques. La grande écurie réservée aux chevaux de main de la famille royale, la petite écurie étant réservée aux chevaux d'attelage. Et ici, dans ce qui est la salle des manèges, on va aménager pour 1745, donc le mariage du dauphin, cette salle dont il ne reste rien aujourd'hui, sinon des gravures, des projets et gravures. Hop, je fais suivre mes documents. Voilà, projets et gravures des frères Slotz, qui étaient donc des sculpteurs et peintres du roi, et plus précisément des menus plaisirs du roi. Alors, les menus plaisirs du roi, c'était une administration qui était à Versailles et également à Paris, en charge de tout ce qui était de l'ordre des spectacles, des réceptions, à la fois de la famille royale et de la cour. Donc, ce sont les menus plaisirs du roi qui vont installer cette salle provisoire dans la grande écurie. Alors ici, on a la configuration de cette salle en salle de spectacle. Vous voyez ici la salle et ici très bien la scène. Et le mariage princier est un mariage qui se déroule sur plusieurs jours avec plusieurs festivités. Et cette salle va être la première grande salle à transformation pour l'organisation de ce mariage. Donc, à la fois salle de spectacle, mais aussi, en transformant cette salle, elle devient, pardon, ça saute, elle devient une salle de bal. Et ici, nous avons une gravure qui montre cette même salle transformée en salle de bal pour le bal paré donné en 1745 lors de ce mariage. Cette salle va servir une seconde fois pour les secondes noces du même dauphin, puisque Louis de France perd son épouse rapidement après la naissance de leur fille. L'infante d'Espagne meurt en 1746 et en 1747, il se remarie avec Marie-Joseph de Saxe, qui sera donc la mère de Louis XVI.
Et cette salle, qui a servi donc à 2 reprises, est détruite en 1751 par un incendie, donc il ne reste rien. Mais je vous montre néanmoins ce qu'elle est devenue aujourd'hui, puisque au centre, vous voyez ici donc, le porche d'entrée de cette grande écurie. Aujourd'hui, nous avons la salle de représentation de l'Académie équestre de Versailles, menée par Barthabas, qui donne des représentations tous les week-ends lors de la saison du festival donc, de Versailles. Donc c'est aujourd'hui encore une salle de représentation. Alors, revenons en 1751, puisqu'en 1751, il est de nouveau question de construire une salle dédiée à l'extraordinaire à Versailles, et on va décider cette fois-ci de construire cette salle dans le corps principal du château. Donc cette expérience de devoir sortir du château, de devoir traverser la cour royale pour aller dans les écuries, on s'est aperçu que voilà, c'était beaucoup trop de dérangements, il fallait beaucoup trop de chaises à porteurs, voire de carrosses, pour déplacer toute la cour. Bon, il y a 10 minutes de marche pour nous aujourd'hui, mais au XVIIIe siècle, cela représentait beaucoup trop de mouvements pour pouvoir faire déplacer la cour du château aux écuries. Alors 1751-1770, puisque je vous ai dit que ce grand théâtre de Versailles a été inauguré en 1770, ça fait un laps de temps de 19 ans, ce qui est relativement court. Alors on sait par des archives, les projets rédigés, les descriptions, les gravures, les dessins préparatoires. On sait que l'architecte Jacques-Ange Gabriel a eu 30 ans de réflexion, puisque son travail commence dès 1738-1740 sur la construction, la conception de cette grande salle pour l'extraordinaire à Versailles. Son travail commence par un relevé de plans de théâtre italien, notamment les plans du théâtre qui existe déjà à Turin, d'où, vous voyez, ce plan à l'italienne adapté à Versailles. On a une première série de projets dessinés entre 1743 et 1744, vous voyez, au moment même où on conçoit cette première salle à transformation dans les écuries, d'autres qui datent de 1748. Bref, l'architecte a eu 30 ans de réflexion pour concevoir ce projet. Ici, je vous montre une étape, un dessin qui survient en 1753 et qui concerne, dans la salle, qui concerne la loge royale. Et c'est un projet que Louis XV va refuser en 1769. Seulement un an, quelques mois même avant l'inauguration de la salle. Il s'agissait ici, vous voyez ce grand espace ici qui est en fond de salle, par un biais donc vous voyez, de terrasse, d'avancer la conception comme une loge à l'italienne, en fait, une loge royale à l'italienne, d'une loge triomphante encadrée ici de colonnes. Et Louis XV, qui était beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins enclin à la représentation publique ostentatoire que son arrière-grand-père, il était beaucoup plus réservé, il recherchait beaucoup plus l'intimité. Eh bien, en 1769, il refuse ce projet et donc Jacques-Ange Gabriel va devoir adapter son projet pour la conception de la salle. En fait, Jacques-Ange Gabriel, il va seulement avoir... Alors ici, je vous montre ce qui a été réalisé pour cette loge royale. On voit très bien l'emplacement ici, vous voyez en fond de salle, de ce grand espace qui avait été premièrement conçu comme un espace triomphal avec des loges donc, en avancée sur la salle et qui finalement vont venir se placer ici en fond de salle. C'est ici qu'est la loge royale que l'on voit ici fermée lorsque le roi de pouvoir divin
Quand il est absent, eh bien, on ferme la salle, ou quand il feint l'absence, parce qu'il peut venir aussi incognito. Et lorsqu'il est en représentation officielle, en représentation publique, eh bien, on ouvre ici, vous voyez, le croisillon de plomb doré qui vient ici fermer la loge royale. On la verra à nouveau dans les photos que je vais vous présenter. Jacques-Ange Gabriel va avoir seulement, pour la réalisation de ce théâtre, 22 mois de laps de temps, puisque c'est seulement en 1768 que, pour un certain nombre d'hésitations venant de la part de Louis XV, pour des raisons financières, parce qu'il a la guerre de 7 ans, parce que voilà, il y a des hésitations continuelles. Des projets sont démarrés et puis arrêtés. C'est seulement en 1768, quand en fait on sait que le mariage du dauphin, du futur Louis XVI, est programmé pour 1770, eh bien, 1770, pardon. Eh bien, on lance définitivement et pour la dernière fois les projets de construction de cet opéra royal. Donc, ce qui laisse 22 mois de laps de temps pour la construction de cet opéra. Alors, la seule manière, en fait, a été pour Jacques-Ange Gabriel, et c'est ce que montre bien, en fait, cette élévation, de faire appel au menu plaisir du roi pour une réalisation d'une salle complètement à 100% en bois. C'est-à-dire que dans le bâtiment de pierre, ici réalisé par l'architecte, eh bien, c'est le premier machiniste du roi, Blaise-Henri Arnoux, qui est à la tête de cette administration en charge des salles éphémères et qui a vraiment l'habitude, il est le premier machiniste du roi, et il a l'habitude de réaliser que ce soit des salles de verdure ou des théâtres éphémères qui vont être dans la hâte et dans la douleur, rapidement montés et démontés pour les différentes représentations royales. Et c'est lui-même, en fait, c'est Blaise-Henri Arnoux qui va convaincre Jacques-Ange Gabriel de réaliser en si peu de temps cette salle et cette scène qui sont uniquement en bois. Alors, ce qui représente plusieurs avantages, le bois est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile et rapide à mettre en œuvre, et c'est également une matière qui est beaucoup plus économique que d'avoir en fait une peinture en trompe-l'œil qui simule le marbre, plutôt que d'avoir réellement du marbre à placer dans la salle. Donc, on voit bien sur cette élévation que je vous remontre le bâtiment qui lui est en pierre et la salle et la scène qui sont à 100% réalisés en bois. Donc, on voit bien lorsque l'on pénètre dans les dessous. Alors, le fait de faire une visite de chez vous, eh bien, ça procure aussi l'opportunité de voir des espaces qui ne sont absolument pas ouverts à la visite. Et vous voyez que j'utilise des photos qui sont mises en ligne sur un groupe Facebook, le groupe Versailles Passion. Je vous invite à rejoindre. Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez aller sur ce groupe fermé. Il faut simplement demander à être accepté dans ce groupe, et un passionné de Versailles, le groupe s'appelle Versailles Passion, Christophe Duarte, qui travaille à Versailles et qui a donc accès à des salles qu'il peut nous montrer par ses photos qu'il diffuse sur ce groupe. Et là, il y avait donc pour le 250e anniversaire de cette salle, il a mis en ligne un certain nombre de photos qui sont très précieuses, et je le remercie ici, dont je me sers pour vous montrer à la fois, vous voyez, la transition entre le bâtiment de pierre de Jacques-Ange Gabriel et toute l'infrastructure ici dans les dessous, les dessous de la scène, et on va voir aussi les dessous de la salle
ici. Hein. Vous avez ici, alors c'est exactement, c'est identique à Garnier avec les cabestans ici, toutes les machineries, tous ces dessous qui sont à Garnier aussi, hein, réalisés exclusivement en bois, les dessous de scène. Et ici, je vous montre les dessous de la salle, puisqu'il s'agit encore une fois de ce qu'on appelle une salle à transformation. C'est-à-dire que les planchers, je vous montre ici sur cette coupe, vous avez ici les dessous de la scène avec tous les cintres et donc toutes les machineries hein, qui viennent se placer sur les rues et les fausses rues. Donc ces charpentes de bois sur lesquelles les machineries viennent se placer, je dirais se suspendre. Et on a exactement le même principe ici sous le plancher de la salle, puisque vous voyez que ce théâtre est un théâtre à transformation. Ici, il s'agit dessous de la salle. Pour certaines utilisations, le plancher va être relevé pour être mis exactement au même niveau que le plancher de la scène. Et on a ici le principe, alors là je vous montre une photo, une double page, d'où la mauvaise qualité ici de la photo, hein, qui est dans cet ouvrage qui raconte l'histoire donc, de cet opéra royal, qui montre la salle des criques à manivelle. Vous voyez, c'est actionné ici par diverses manivelles, ce qui fait que le plancher va être relevé et on a ce système de poutre hein, qui vient se placer, se fixer au-dessus donc ici de cette poutre et qui fait que le plancher peut être relevé au même niveau de la salle. Alors, à quoi sert d'avoir un théâtre à transformation? Eh bien, cela sert pour justement cet extraordinaire que sont les mariages princiers. C'est-à-dire que ces mariages princiers sont des festivités qui se déroulent sur 3 jours. Le premier jour, ici, on a une reconstitution de la salle dans sa configuration de festin. Donc le premier jour, à savoir pour le mariage de Louis XVI, le futur Louis XVI et Marie-Antoinette, le 16 mai 1770 à 10h du soir, un festin royal est donné. Alors attention, un festin royal, il ne s'agit pas d'avoir des centaines de convives à table. On est bien dans la représentation du roi, dans un acte de représentation officiel. Hein. On est dans un acte de diplomatie. Il s'agit ici de montrer, c'est un acte de diplomatie dans le sens où un mariage princier est l'alliance de 2 pays, en l'occurrence ici la France et l'Autriche. Et donc, c'est un acte de représentation. Vous voyez qu'il y a très peu de convives ici, choisis autour donc, du roi et du roi sur son fauteuil, et donc des mariés. Et l'assistance, la famille royale vient ici se placer sur les banquettes et dans les différentes loges et tribunes, on assiste, on regarde le festin royal. Il faut ensuite une journée, alors dans cette configuration-là, vous voyez, le plancher de la salle est relevé au niveau de la scène. Alors dans la scène, on aménage toute la logistique, les offices, les réchauffoirs pour pouvoir servir ce festin royal. Le lendemain, il y a le 17 mai 1770, donc il faut une journée pour transformer à la main cette salle. On a une représentation, donc on remet la salle dans sa configuration de salle de spectacle, une représentation de Persée et de Lully, pardon, donc qui est un opéra du XVIIe siècle qui avait été remixé au goût du XVIIIe. Les chroniques nous disent que le spectacle était fort ennuyeux. Et le jour d'après,
on remet la salle dans sa configuration, cette fois-ci, troisième configuration, configuration de bal paré, qui est encore ici, une fois, une réunion d'étiquette, ce bal paré qui a eu lieu le 19 mai 1770. Alors, le bal paré, ce n'est pas un bal masqué, attention, c'est un bal paré. Il s'agit là d'un acte de représentation où les dames sont en grand habit, donc pour les dames, on a des robes avec des énormes paniers, des chaussures à hauts talons. Les robes sont brodées d'or, donc autant vous dire qu'elles sont assez lourdes. Les coiffures, on a des coiffures à élévation surchargées de pierreries, et comme si ça ne suffisait pas, les oreilles sont chargées de girandoles de diamants. Hein. Donc il s'agit là d'un bal qui est orchestré dans les détails, des détails près, c'est-à-dire que les menuets s'enchaînent dans une façon chorégraphiée. Le roi avait préalablement choisi les danseurs. Il s'agit ici d'une représentation qui est donnée, alors qui est donnée non pas sur la scène, puisque vous voyez là, je vous montre un plan de la salle lors de ce bal paré. Le bal paré est donné ici, dans la salle. Donc le plancher est remonté au niveau du plancher de la scène sur laquelle on va monter des tribunes et des balcons. Donc ce qui fait qu'on arrive là à une capacité de 1400 spectateurs. Et le bal est donné ici, donc devant le roi dans sa loge. Le bal est donné ici. Et les spectateurs vont également investir la salle de spectacle. Alors ici, on a un dessin qui montre ici justement donc le 19 mai 1770, ce bal paré donné en l'honneur donc du mariage du dauphin, futur Louis XVI et Marie-Antoinette. Vous remarquerez aussi que selon que l'on est dans une configuration de spectacle, de festin ou de bal, la hauteur des lustres aussi est modifiée. Ici, pour le bal paré, on a besoin d'un éclairage plus bas. Éclairage, bien sûr, à la bougie, encore à cette époque-là. On descend les lustres plus bas. Pour les spectacles, les lustres sont montés au niveau des colonnades. Je vous montre ici, sur une double page de cet ouvrage, le décor, un des décors qui a été restitué. Celui-ci est restitué en 1957, le décor donc, de bal paré pour la scène. Hein, donc c'est dans ce décor que l'on va monter des tribunes et des balcons pour les spectateurs. Et ce décor a été restitué en 1957 par Émile Bertin. Et aujourd'hui, ce décor sert pour les concerts qui sont donnés dans cet opéra royal de Versailles. Alors, on revient à l'époque du Grand Théâtre. Hein, entre 1770 et 1789, le Grand Théâtre de Versailles n'a servi que 37 fois lors de mariages princiers. Alors, c'est sous le règne de Louis XV, en fin de règne de Louis XV, entre 1770 et 1774, puisque Louis XV meurt en 1774, que l'on a en fait l'utilisation la plus fréquente de ce grand théâtre de Versailles pour les représentations des mariages princiers. Sous Louis XVI et Marie-Antoinette, c'est avec parcimonie qu'on va l'utiliser, tout simplement à cause des coûts de fonctionnement, coûts de main-d'œuvre, hein, parce qu'il faut à chaque fois une journée pour pouvoir transformer cette salle dans ces 3 configurations possibles. Donc il y a un coût de la main-d'œuvre et aussi le coût de l'éclairage. Hein. Je vous rappelle que 500 grammes de cire, ce qui équivaut à un peu plus d'une bougie, coûte le salaire moyen quotidien d'un ouvrier. Et donc, il faut en moyenne 5000 bougies pour éclairer cette salle pour une représentation. Donc, on a quand même une réduction considérable de l'utilisation de cette salle, vouée, hein, je vous le redis encore une fois, mais vouée à l'extraordinaire. Pour l'ordinaire, on se sert toujours de la salle de la Cour des Princes et Louis XVI va même commander
une salle dont on n'a plus de traces aujourd'hui, sinon des archives et des descriptions, et l'endroit où elle se situait, dans un vestibule, une salle beaucoup plus petite pour l'ordinaire. Il y a également un projet de création d'un grand rideau pour cette salle, pour essayer d'en réduire la taille de la scène. Mais il va être vraiment très peu utilisé sous Louis XVI et Marie-Antoinette. Sous l'Ancien Régime, cette salle va être dans sa configuration de salle de bal, utilisée pour la dernière fois en 1789, précisément le 1er octobre 1789. Donc vous l'imaginez dans cette configuration-là, hein, donc la configuration de bal paré. Sur la scène, les gardes du corps de Louis XVI ont demandé à Louis XVI l'organisation d'un banquet donné en l'honneur des gardes du corps des Flandres. Et c'est donc le 1er octobre 1789 que les gardes du corps vont donner ce banquet au cours duquel le couple royal va apparaître. Ils rendent visite à leurs gardes du corps et ces mêmes gardes qui avaient certainement un peu bu vont, lors de ce banquet, entonner un chant en hommage à leur roi, qui est un chant dédié à Richard Cœur de Lion. Et cet épisode va être, être en fait considéré comme un affront par les milieux révolutionnaires. Nous sommes en octobre 1789, pendant les premiers épisodes de la Révolution française, et c'est un petit peu la goutte qui va faire déborder le vase, puisque l'on dit que c'est après ce banquet que les Parisiens vont venir 5 jours plus tard chercher la famille royale pour l'emmener aux Tuileries, et ce qui va être le départ de la famille royale à jamais, de Versailles. Donc le Grand Théâtre de Versailles est donc en 1789 laissé dans sa configuration de bal paré. 1792, il va y avoir les scellés qui vont être posés sur cette salle de théâtre. Le Grand Théâtre de Versailles va être, au même titre que l'ensemble du château, victime, entre guillemets, des ventes révolutionnaires, donc les lustres, les miroirs, les banquettes, tout ce qui meublait cette salle de spectacle va être vendu. Et ce n'est qu'en 1836, donc un siècle plus tard, presque un siècle plus tard, que ce théâtre va renaître sous Louis-Philippe, puisque donc Louis-Philippe va utiliser le Grand Théâtre de Versailles pour l'inauguration de son musée dédié à toutes les gloires de la France. Et ici, nous avons donc, grâce à Christophe Duartet, qui nous montre des parties qui ne sont absolument pas ouvertes à la visite, que l'on voit très très rarement, des loges et des arrière-salles qui gardent la trace de la restauration apportée donc au XIXe siècle sous Louis-Philippe. Vous voyez qu'ici la couleur est devenue la couleur pourpre, qui est ici au pochoir, agrémenté donc de croisillons dorés, qui sont donc les couleurs du XIXe siècle. Donc cette salle a servi en 1836 pour l'inauguration du musée, a servi aussi en 1844 pour certaines représentations. Sous le Second Empire, sous Napoléon III, Napoléon III y reçoit en grande pompe, on peut lui faire confiance à Napoléon III. Il reçoit la reine Victoria, donc en 1855, non pas pour une représentation, mais pour un souper qui est donné, vous voyez, dans sa configuration de festin royal, qui est donné dans le théâtre. En 1870, cette salle d'opéra va connaître un destin complètement différent, puisque lors de la Commune de Paris, les chambres de députation vont s'installer à Versailles, et c'est le Sénat qui s'installe dans la salle de l'opéra.
L'Assemblée nationale, elle, va être aménagée dans une autre salle dans l'aile du Midi. Cette deuxième salle qui va devenir ce qu'est aujourd'hui le Congrès, où le président de la République réunit à la fois le Sénat et les députés. Et de 1875 à 1879, qui est l'année où les deux chambres de députation vont revenir à Paris, eh bien, l'opéra va servir de Sénat. Alors, ce qui va engendrer un certain nombre de modifications, la principale est que le plafond, la belle peinture du plafond que je vous ai montré, Apollon couronnant les arts, va être roulée, enlevée, et que l'on va, dans la charpente, aménager une verrière pour apporter un meilleur éclairage à cette salle du Sénat. Les sénateurs vont également investir des espaces qui étaient alors réservés à la scène. Il va y avoir des appartements qui vont être aménagés pour les sénateurs dans ces espaces, et ce donc jusque dans les années 80 de notre siècle, 1980, les sénateurs auront ces appartements réservés. Et il n'a pas pu être réalisé. Il y avait un grand projet qui, en fait, le retour en 1879 du Sénat à Paris a fait que ce projet n'a pas été réalisé, mais la scène, devait être transformée en salle des pas perdus et y accueillir une buvette pour les sénateurs. Vous voyez, donc cette salle a été l'objet de transformation majeure. Donc 1879, c'est le retour du Sénat à Paris. Donc la salle va être de nouveau plongée dans une grande période de sommeil jusqu'en 1953. Là, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, lorsque il est en projet donc, de restaurer cette salle. Donc les travaux démarrent en 1953 jusqu'en 1957, quand cette salle va ouvrir à nouveau. Et là, c'est encore pour un repas, puisque la reine Élisabeth II est reçue à Versailles, et on va servir un repas dans la salle en l'honneur de cette visite. Les travaux qui vont avoir lieu entre 1953 et 1957 sont des travaux majeurs qui vont transformer notablement et concerner cette fois-ci la scène, puisque l'idée était d'ouvrir cette fois-ci cet opéra pour des représentations, et que pour pouvoir le faire, il fallait mettre cet opéra construit entièrement en bois aux normes de sécurité et, imaginez bien, aux normes incendie. Alors, c'est ce que montrent ici ces photos. Vous voyez ici, nous sommes côté salle, nous avons une vue de la scène, et vous voyez ici ce grand rideau de fer qui vient donc couper la scène et la salle, puisque les deux parties de ce théâtre étaient complètement de bois. Et ici, nous avons cette photo qui montre cette fois-ci du côté de la scène, qui montre la salle, et qui montre ici ce dispositif, un rideau de fer qui était couplé d'un mur de béton qui coupait, qui isolait la scène et la salle. Alors la conséquence, ici, c'est justement Jean-Paul Gousset qui nous montre, alors là je vous ai fait des captations en fait de vidéos qui sont disponibles sur internet, où justement pour le 250e anniversaire de cette salle, Jean-Paul Gousset a donné beaucoup d'interviews et a expliqué précisément en quoi a consisté son travail de renaissance dans cette salle. Donc Jean-Paul Gousset est à la tête, il est le directeur technique de cette salle depuis 1989, et sa principale action a été, alors ce directeur technique est spécialiste des théâtres anciens, donc théâtre du 18e, et donc il a travaillé avec le Centre de musique baroque, qui utilise aussi des instruments. Il s'agit de musique baroque, donc musique du XVIIIe siècle, de faire renaître, de faire revivre cette salle pour une musique
d'instruments anciens, une salle du 18e, donc ancienne. Et donc, il a œuvré pour la destruction, vous voyez, de ce mur de béton qu'il nous montre ici, sur la Seine, dont on voit ici, hein, à partir de 1000, alors ça s'est fait entre 2007 et 2009, hein, la destruction. Vous voyez, on descend, hein, jusqu'au 6e dessous, ce mur de béton. On voit ici cet ouvrier qui procède à la découpe de ce mur de béton, et on voit très bien ici les 15 mètres qui séparent, qui sont 15 mètres de vide en fait entre les premiers décors de scène et les spectateurs ici que vous imaginez dans la salle. Donc la conséquence était qu'on avait un espace énorme de 15 mètres, puisqu'il avait fallu détruire les 2 premiers plans de décor de la scène pour pouvoir aménager tout cet espace de sécurité pour respecter tout simplement des normes incendie. Donc Jean-Paul Gousset qui va donc arriver dans ce théâtre en 1989, parce qu'en 1989, nous sommes à l'année du bicentenaire de la Révolution française, et qu'il a été l'organisateur d'un grand concert donné devant 37 chefs d'État. Vous voyez que ce théâtre sert encore aujourd'hui, hein, toutes les festivités, les cérémonies et les occasions qui ont été au 19e siècle et au 20e siècle l'occasion de faire revivre cette salle, ont toutes été des occasions de vie de l'extraordinaire de la diplomatie française, de la République française. Donc on a suivi jusqu'alors la destination de cette salle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il s'agit d'une salle de représentation, entre guillemets, ordinaire, avec un fonctionnement, une programmation à l'année, un fonctionnement de saison pour des représentations de gens très ordinaires comme vous et moi. Donc, la fonction, en fait, de cette salle a changé depuis 1989. Je vous montre encore ici des espaces qui ne sont pas visitables, alors qui sont privatisables. Parce que moi, j'ai trouvé des photos de menuets costumés donnés par des associations, des amis de Versailles. Donc, il y a des possibilités d'organiser certaines choses dans ce foyer du roi que l'on ne visite pas, hein, que l'on ne voit pas, qui ne fait pas partie de la visite quand on visite l'opéra. Après l'appartement intérieur du roi. Donc cette grande salle que l'on voit sur les plans à élévation, à l'arrière de la salle de spectacle, et c'est par ces portes ici sur le côté que la famille royale avait accès donc à la loge royale. Alors une dernière vue ici qui montre cet opéra en mars 2019, donc il montre, on est vu de la scène, hein, dans les loges en fond de salle, certainement la loge qui est au-dessus de la loge royale, où vous voyez ici le parterre d'orchestre qui est au même niveau, par les niveaux de plancher, qui est au même niveau que le parterre. L'amphithéâtre, lui, est un petit peu relevé. Et on a une belle vue donc, sur la scène d'un ballet qui fait partie de la saison donc, qui est encore en cours, qui reprend cette année. À l'automne, la saison 2019-2020 qui devait marquer le 250e anniversaire de la création de cette salle. Alors pour le 16 mai 2020, qui correspondait exactement à l'anniversaire du mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette, là c'était un ballet, le ballet royal de la nuit, qui a dû être tout simplement annulé. Mais pour la fin donc, de cette année, c'est un ballet qui a été donc créé par le Malandin Ballet de Biarritz, qui représente une création pour Versailles, demandée donc par la société Versailles Spectacle,
dédié, donc un ballet dédié à Marie-Antoinette qui reprend donc sur une musique du XVIIIe siècle de Haydn principalement et de Gluck aussi je crois, un ballet qui raconte la vie à la cour de Versailles de Marie-Antoinette. Donc ce qui est évidemment marquant, c'est qu'il s'agit là pour des danseurs de raconter la vie de Marie-Antoinette sur une scène et dans une salle qui a été organisée pour le mariage même de Marie-Antoinette. Et vous imaginez, où Marie-Antoinette, c'est dans cette représentation de l'extraordinaire, c'est elle-même donnée en représentation. Voilà, donc sur la page de la visite, alors certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais sur la page de la visite du site internet, j'ai placé 3 liens, dont 2 qui concernent directement ce ballet. Alors ce ballet, c'est une création qui date de 2017-2018. Donc il en existe déjà une captation, hein. Il existe un DVD que l'on peut acheter et on peut voir ce ballet, alors qui est de la danse contemporaine, avec des costumes qui, à mon avis, évoquent très très bien la cour de Versailles au XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui a une connotation assez moderne, mais qui évoque très très bien la vie de cour, la vie de Marie-Antoinette et Louis XVI à Versailles. Il y a également un lien qui montre la reconstitution, la restitution d'un autre décor, le décor de Cicérie, qui était un décor de scène pour ce grand théâtre de Versailles. Donc voilà, je vous invite à aller sur la page, donc sur le site onevisitforyou.com, et vous pourrez donc également en bas de page me laisser un commentaire pour me dire si cette présentation donc, du Grand Théâtre de Versailles vous a plu. Je vous remercie.